Cette semaine à Info TV Laval, bien entouré, on va avoir Gloria Baramondes, l'invité de Jean-Jacques Lapierre, Alex Adou, qui nous parle de l'offre d'achat d'une première maison, Danny Samuel, technique de respiration avec les enfants. Allez, groupe. Ouh. On parle avec Cybèle Olivier qui nous parle des insulaires microbrasseurs, Guylaine Cadieux qui nous parle de couture et bricot en folie avec Eva. Et nous avons Rarès Bourlaco qui nous parle de l'analyse du discours de M. Legault à l'ouverture de l'Assemblée nationale. Alors, on est prêt? 4, 3, 2, 1, ça tourne. Cette semaine à la chronique politique, Rarès Bourlaco. Bienvenue. Bonjour, bonjour, au plaisir. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé du discours que François Legault allait faire. Aujourd'hui, c'est le compte-rendu. Oui, c'est le compte-rendu. Et puis quand tu es rentré en studio, tu en avais long à dire, là. Donc, j'ai hâte d'avoir Oui, le feu je me d'action. cache pas devant le téléspectateur parce qu'on continue à dire, là, j'étais tellement déçu par la qualité de ce discours d'ouverture de cette session. Pour la première fois, donc, on attendait François Legault comme premier ministre choisi par les Québécois. En version longue. En version longue, quand même, après une belle campagne, la confiance qu'il a reçue de la part des électeurs. La première fois que son parti arrivait au pouvoir, donc prêt à nous fournir tous les politiques publiques. On s'attendait à quelque chose de plus, non? Puis avec une certaine inspiration, une certaine vigueur de présenter le programme gouvernemental. Je trouve que ça a manqué, qu'il n'y avait pas de vigueur, puis que à mon avis, pas ça inspirant. a totalement manqué de coup, son affaire. Et puis, il est arrivé aussi une petite gourde, c'est que les points, avant de les envoyer à l'opposition, ils ont été envoyés aux journalistes. Si j'avais avant. bien compris, c'était exact. Alors, je trouve qu'il a fait une grosse gaffe. En plus de faire un discours, encore une fois, très pâle, mal ficelé, prononcé avec une morgue un petit peu... C'était plutôt morose, hein, comme... Très morose. Je le trouvais tellement morose. Par contre, j'ai beaucoup apprécié la prestation de tous les partis d'opposition. Leur leader était fougueux. Était fougueux, effectivement. Alors, voilà. Et puis, justement, parlons de cette fougue qui était manquante. Qu'est-ce que, selon toi, aurait été une ligne de tir? Peut-être raccourcir le discours, mais le faire un petit peu plus punché, puis arriver Plus avec des punché, trucs, puis bon, les mots comme audace, puis l'éducation qui était en manque d'amour, puis non, c'est pas C'était du violon, selon toi? C'était du violon, là. D'accord. Tu aurais pu dire, effectivement, tel investissement, il aurait dû être fait dans le secteur d'éducation. Et les autres partis l'ont pas fait. C'est un businessman. Effectivement, moi, voilà, qu'est-ce que je veux faire. Je vous oriente vers cette direction. Voici ma capacité et ma façon de créer tous ces investissements dont vous aurez besoin. Il faut s'attendre à ceci, sans entrer dans tous les détails techniques. On comprend très bien, c'était juste le début, mais de parler juste les grandes lignes, encore une fois, que je trouvais effectivement pénible, c'était pas le cas. Donc, on n'a pas eu vraiment de chemin de solution, de piste de solution. Ça a plus été, on réaborde les problèmes que le Québec a, mais on n'a pas offert de solution directe, ne serait-ce que juste enligner, ben écoutez, en éducation, on s'enligne pour ça, en finance, on s'enligne pour ça. Non. Parler d'investissement au Québec, je pense que c'est une bonne idée, effectivement, d'apporter les réformes requises pour que sa mission devienne un petit peu plus proche de quelques objectifs économiques. Là-dessus, qu'est-ce que ça signifie? Mais moi, j'ai rien compris, puis j'avais hâte de voir, effectivement, de nous expliquer comment il voit cette transformation d'investissement Québec, peut-être des autres sociétés d'État concernées, pour que tout ça soit intégré dans une perspective économique qui lui est très chère, dont on sait qu'il est capable, mais on ne la voyait pas. Oui. Et puis, au niveau de la performance en tant que telle, là, sans passer par les points qui ont
été abordés ou non abordés. Performance d'orateur, est-ce que tu crois que ça aurait pu aider d'avoir un petit peu plus de fougue? Effectivement, parce qu'on connaissait François Legault comme une oui. personne qui martelle, effectivement. Et voilà, on s'attendait à ça. Vous vous rappelez, bon, les débats qu'il faisait dans cette campagne électorale, dans l'autre avec Mme Marois, Premier ministre à l'époque, ou candidate au poste de Premier ministre. Il était quelqu'un de très solide. Il y avait quelque chose, puis attirait toujours l'attention. Peut-être, ça se peut qu'en politique, pour cela que c'est un phénomène extrêmement complexe, le fait que tu as passé tellement d'années dans l'opposition, ça crée en sorte que le moment où, quand tu arrives au pouvoir, puis tu vois la complexité et la difficulté des dossiers qui concernent la province dans un contexte encore plus compliqué que d'habitude, ce n'est pas la même chose. Donc, ça serait sa position d'opposition, elle lui allait peut-être mieux, selon toi? Exactement. C'était plus facile de chialer oui, que d'agir? on a des politiciens qui sont plus doués à faire de l'opposition que d'exercer le pouvoir. On a des citoyens aussi comme ça. Il est possible, puis je donne ça des circonstances atténuantes à M. Legault, il est possible que, vu que c'était un excellent performant du débat dans l'opposition, qu'il peine maintenant à livrer son message quand il est au pouvoir. Il y a un développement à faire au niveau de il a beaucoup de choses à améliorer, effectivement, parce que je pense pas que c'était très inspirant. Peut-être, oui, ça rassure en quelque part sa base électorale, mais je voyais pas comme quoi les Québécois, après un discours pareil, pourraient dire oui, voilà, ça valait la peine de faire ce changement, puis de donner les rênes du Québec à quelqu'un d'autre. Je pense que c'était pas le cas. C'était pas le cas, là. Non, ça manquait cet engouement pour la politique, effectivement. Moi, je trouve que c'était une des performances les plus faibles que j'ai vues à François Legault. Puis dans ce discours, est-ce que tu as pu relever des points positifs ou est-ce que tu fais ça, tu vois, ça, je m'attendais pas à ce que ça ressorte? Bon, au moins dans les principes, non, j'ai pas retenu. Peut-être le fait que oui, ça m'a surpris le fait qu'il accorde une certaine attention particulière à l'éducation. On sait, on en a besoin. Pour une partie de centre-droite, c'est un petit peu étonnant le fait qu'il vient avec une priorité comme il a présenté, soit l'éducation, parce que ça, c'est normalement l'apanage d'une partie de centre-gauche-centre. Fait que, quand même, c'était une belle surprise, si vous voulez. Le fait, au moins, qu'il donne le diagnostic correct, comme quoi la performance économique, sociale, civile, même du Québec, passe à travers les investissements massifs qui devraient avoir lieu dans l'éducation. Ça, je trouve ça un point extrêmement positif. OK. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient là? C'est le branle-bas de combat avant les fêtes. Donc, c'est sûr qu'il doit présenter des projets là. En ce sens, il doit... le débat à l'Assemblée, il faut que ça commence. Puis par la suite, la décision du gouvernement dans différents mesures à prendre d'être vraiment solide, qui se base sur des données scientifiques pour qu'on voit effectivement qu'il y aura un virage à la suite de cette élection d'octobre. OK. Donc là, d'ici les fêtes, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à grand-chose d'ici les fêtes, même après, peut-être pour un bon bout de temps. Mais avec l'élection et tout, le temps de la mise en place, c'est quand même long, là. Il y a presque 3 mois d'écoulés avant qu'il y ait des vrais mais il faut quand même lui accorder du temps pour régler son tiroir. C'est que sur un mandat de 4 ans, dont 2 et demi se passent à être en mode réélectoral, ça fait comme il y a juste 3 mois de vrai travail. Oui, mais bon, c'était comme ça, c'était les élections dans le mois d'octobre, avec le parcours qui suit, avec tous les procédures pour installer le nouveau gouvernement. On avait besoin de ça. Je pense que c'est tout à fait correct d'attendre encore quelques semaines pour voir le gouvernement démarrer. Mieux vaut y aller à petits pas que de devancer l'échec. Tout à fait. Je partage entièrement votre réflexion. Parfait. Ben, c'est tout pour cette semaine, mais un gros merci, Rares. Au grand plaisir. On se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors,
On a deux invités spéciales aujourd'hui. On a premièrement Eva Lambert. Salut Eva. Bonjour. Et Guylaine Cadieux, qui vient de chez Couture et Bricot en Folie. Ça va bien? Oui, merci. Alors, on voit plein de projets ici sur la table. Premièrement, Couture et Bricot en Folie. Qu'est-ce que c'est? Ça existe depuis combien de temps? Il a été créé en 2011, suite à 25 ans de carrière dans l'industrie du vêtement, dont j'étais designer de mode, et que j'ai eu une jeune fille à l'âge de 42 ans, donc je ne pouvais plus retourner au travail parce qu'on voyage beaucoup. Ouais. Et j'ai décidé de créer une entreprise près des enfants afin de leur transmettre mes connaissances, qui étaient la créativité. Et puis, Eva, ici, c'est une de tes brillantes élèves. Et puis, à ce qu'on m'a dit, t'es vraiment une bolée, là. T'es hors norme, là. T'es vraiment très bonne. Ta mère, tantôt, m'a montré ton premier projet. T'avais 5 ans, puis c'était immaculé, c'était parfait. Alors, raconte-moi, ça fait depuis combien de temps que tu fais ça? Puis qu'est-ce que t'aimes dans la couture? Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, moi, la couture, c'est comme un peu, ça fait comme partie de ma vie. Genre, c'est important pour moi, j'aime ça. Ça m'aide, genre, des fois, comme pour les calculs, des fois pour la règle, pour mesurer et tout. Aussi, ça prend de la minutie, donc je suis plus, faut être précis. Ouais. Donc, je suis plus précis maintenant. Et puis, il faut mentionner aux gens à la maison, ce que tu portes, c'est toi qui l'as fabriqué. La poupée en arrière, c'est un de tes projets aussi que tu as habillé. Donc, t'es vraiment très, très bonne. Puis, toi, est-ce que tu aimerais ça être designer de mode plus tard? Faire ça? Ou si tu gardes ça pour l'instant, c'est un beau hobby, puis tu as du plaisir à faire ça, puis c'est tout? En fait, j'ai pas encore pensé à ça, donc pour le présent, oui, c'est... Pour le présent, oui, c'est comme... Ouais, tu fais bien, tu peux prendre ton temps pour y penser, fais juste t'amuser, là, puis c'est ça qui est le but de l'opération. Et puis, donc, les jeunes qui viennent te voir, Guylaine, ils apprennent les maniements de la machine à coudre. Oui. Ça, c'est un art qui se perd, non? Quand on était petite, il me semble, il y a plusieurs décennies, ça venait avec. Maman te montrait comment faire ça. Puis là, aujourd'hui, c'est comme un art qui se perd. Donc, toi, tu maintiens la flamme. Oui, en fait, nous, on avait les cours à l'école autrefois, et puis ça s'est perdu. Alors, les mamans qui ont 40 ans et moins maintenant connaissent pas vraiment la couture. Alors, on a perdu une génération. C'est les grands-mamans qui font la couture, la maman. Puis là, maintenant, ça revient aux jeunes. Ouais. Et puis, depuis déjà 8 ans que la compagnie, j'ai plus de 200 élèves. Je vais dans les écoles en parascolaire. Je vais à la ville de Terrebonne pour les enfants, parents-enfants. Je fais aussi des camps de jour pendant l'été. D'où ils vont faire plus de vêtements puis de créativité. Je vais dans les bibliothèques aussi faire... J'ai des contrats un petit peu partout. Maintenant, ça commence à rentrer et à grandir, là, à ma grande surprise. Et puis, c'est bienvenu aussi. Donc, pour d'autres contrats, couture et bricot en folie.com, l'adresse au bas de l'écran. Et puis, qu'est-ce qui t'a apporté à faire ça? Parce que, comme tu disais, tu étais designer de mode, tu étais bien établi et tout. Puis là, tu as décidé de faire un shift. Hey, moi, je veux montrer ça aux enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une passion. En fait, j'ai commencé, j'avais 5 ans, moi aussi. Et cette passion est toujours... j'ai essayé de travailler dans d'autres domaines, mais la réalisation, la créativité, ça l'aide tellement pour l'estime de soi. Et dans la vie aujourd'hui, tout est tellement rapide et les enfants sont sur ordinateur. Ça les apprend à être plus manuels, puis de créer des choses qui leur apportent une satisfaction personnelle. Puis ils développent, on fait beaucoup de géométrie. Oui, bien, ça fait partie de la base, si on veut, de la couture, là, la géométrie, comment tailler ses tissus, comment les coudre, etc. Et puis toi, Eva, si je te propose, OK, ce soir, tu as le choix entre jouer aux jeux vidéo sur ton iPad ou faire la couture. Généralement. Tu vas y aller pour la couture. OK, je t'en pose un autre. Il y a une soirée cinéma chez des amis, toutes tes amies de filles sont là. Ou sinon, aller faire de la couture avec Guylaine. Couture. OK, oh, c'est bon. Et puis... Et voilà. Et puis, donc, ça fait plus de 7 ans déjà que
s'est lancé, cette histoire-là. Puis qu'est-ce que tu aimerais voir là, dans les 5-10 prochaines années? Si on y va vision moyen, long terme, là, qu'est-ce que tu aimerais que ton apport fasse dans les prochaines générations à qui tu auras touché? Bien, en fait, je commence déjà à y penser. Mais j'aimerais développer comme le partenariat des jeunes créateurs. OK, qui serait d'ouvrir des foires, puis ce serait que des jeunes qui ont créé des accessoires, qui ont créé des vêtements, et que ce serait spécialement pour les jeunes. Et que ça pourrait être, tu sais, il y en a un petit peu dans chaque ville maintenant pendant l'été. Il y a les clubs de petits entrepreneurs, des trucs comme ça qu'on voit de plus en plus. Mais toi, tu aimerais que ça soit vraiment dédié à ça, là? Oui. Et qu'il y aurait des défilés de mode que les jeunes présenteraient là. Parce que ça développe tellement l'enfant pour le positif. Oh, tellement, oui. Et puis, Eva, toi, là, tu fais tes propres vêtements. Tu fais des vêtements pour tes poupées. C'est quoi tes prochains projets que tu aimerais aborder? Est-ce que tu as commencé à dessiner tes propres vêtements ou tu es encore à l'étape de je vais prendre un patron puis j'ai le goût de faire ce projet-là? Ben, des fois, je m'amuse à dessiner des dessins, des vêtements, mais par contre, je ne les fais pas. OK. Ben, je m'amuse à faire les dessins, c'est ça. Et parce que je vais plus utiliser les patrons que Guylaine a chez elle. D'accord. Mais il faut ajouter, jeune fille, que le patron de ta robe était un patron régulier qu'on a dû recréer pour elle. Alors, en fait, c'est elle qui a changé la manche. Alors oui, elles ont tous des livres, des cahiers de notes dont elles doivent tous dessiner leur projet. OK? Alors là, sa manche a été recréée, la bande au bas a été recréée et elle a choisi ses couleurs, elle a choisi ses tissus, puis où elle devait les empiécer. Ben, c'est là qu'on voit le vrai talent. Écoute, c'est le temps qu'on a pour aujourd'hui. Mais Guylaine Cadieux de chez Couture et Bricot en Folie.com, un gros merci. Eva Lambert, alors je crois qu'on va se revoir tout à l'heure parce que tu vas venir faire une démonstration de méditation plus tard dans l'émission. Cool, parfait. Fait que je te revois tantôt. Elle a un petit cadeau pour vous. Oh, un petit qu'elle a créé pour vous samedi. Wow, t'es tombée fine. C'est un étui à papier mouchoir. Merci, t'es fine. Ben, un gros merci, Gaëlle. Bienvenue. Merci. Chronique consommation responsable avec Cybèle Olivier. Bonjour. Oui, salut, ça va bien? Ça va, toi? Oui. Alors, tu as vu quelque chose de nouveau à Laval qui a attiré ton attention? Oui, mais là, en premier, je voulais revenir. La semaine dernière, tu m'as demandé, quel nom on donne de chroniqueuse? Je savais pas trop. Oui. Hein? Mais tu sais, la semaine passée, je savais pas trop, mais finalement, je me dis, étant donné que je vous parle pas mal tout le temps de produits de consommation en général, je me suis dit, chroniqueuse de la consommation, consommation culturelle, consommation alimentaire. J'adopte. Et là, cette semaine, je vous parle de microbrasserie. OK. Et c'est ce que j'ai découvert justement cette semaine à Laval. En fait, le 29 novembre dernier, il y a une microbrasserie, la première à Laval, qui a ouvert. Et donc, c'est la microbrasserie Les Insulaires. C'est un super projet de type beer garden qu'on appelle. Donc, c'est les microbrasseries où petite restauration, il y a beaucoup de végétation, tu sais, très Instagrammable, si on veut. Pour les réseaux sociaux, exactement. Les réseaux sociaux, des belles photos aussi. Donc, c'est celle qui a fondé le Festival de bière de Laval, qui a ouvert cette microbrasserie-là. Elle s'appelle Marilène Barral et avec son conjoint Guillaume Mouimet. Donc, eux, c'est vraiment des fans de bière. Des passionnés. Oui, des passionnés. Ils brassent à la maison depuis une dizaine d'années. Et là, ils se sont dit, pourquoi pas faire profiter la communauté de ça. Donc, ils ont lancé ce beau projet. Alors, peut-être à visiter dans les prochaines semaines. Bien certainement. Mais bon, j'utilisais ça par introduction pour mon sujet de microbrasserie parce que je me suis rendu compte, je me suis dit, il y a beaucoup de microbrasseries qui ouvrent régulièrement, on en entend. C'est pas nouveau quand on entend de microbrasseries. On dirait que depuis les années 90, milieu des années 90, au départ, il y avait les Molson Labatt. C'est ça. Puis après, là, il y a eu Unibrou qui s'est tranquillement imposée. Puis à l'époque, c'était Robert Charlebois qui était copropriétaire. Ça donnait un petit coup. Puis là, depuis, on dirait que les microbrasseries, là, c'est... Oui, vraiment. Ça pop un peu partout. Là. Mais il y a beaucoup d'aide du gouvernement. Notamment parce qu'ils ont reçu une aide pour avoir une réduction sur la taxe de l'alcool. Donc déjà là, ça leur a permis justement de concurrencer les grands Labatt de ce monde. Et justement aussi, ils leur ont permis de vendre sur place leurs produits. Donc c'est là que c'est vraiment devenu intéressant. Et justement aussi pour tout ce qui est le tourisme. Là, on sait, les gens, ils vont souvent visiter des villes aussi pour leur microbrasserie, pour aller déguster les produits de terroir. Agro-tourisme, en quelque sorte. Exactement. Et donc là, ça a vraiment explosé. Depuis, mettons, on se dit en 2002, il y avait
environ 34 microbrasseries au Québec. Maintenant, en 2018, on en compte plus de 160. Wow. Donc, ça augmente même, je lisais quelque part que ça augmente chaque mois. Il y en a à peu près une qui s'ouvre au Québec chaque mois. Là, oui, c'est très, très local, là. Québec ici seulement. Alors, il y en a beaucoup. Ça sature même les tablettes maintenant. Et ils doivent vraiment se démarquer. Donc, ils se démarquent par leur nom, ils se démarquent par leurs étiquettes. Les noms, on sait qu'ils ont des noms assez particuliers. J'en ai vu quelques-uns récemment. La petite Chris, l'aphrodisiaque, la vache folle. C'est tous des noms assez particuliers, mais qui accrochent beaucoup les gens parce que ça raconte des histoires de la région, des fois même des légendes ou ça raconte des personnages aussi, même les étiquettes. Je m'étais dit que je ferais peut-être même une chronique juste là-dessus parce que je trouve que c'est super beau justement avec les artistes québécois qui créent ça, qui viennent vraiment personnifier les bières. C'est pas juste le liquide qu'il y a dedans, c'est l'expérience. Bien, c'est ce qui fait l'authenticité des microbrasseries au Québec, c'est vraiment vivre une expérience et les gens se tournent de plus en plus vers un produit qu'ils ont envie de déguster, des produits qui sont beaucoup plus raffinés. Exactement. C'est ce que les gens recherchent ici au Québec. Donc là, on est rendu vraiment dans un phénomène de saturation des tablettes pour la première fois au Québec dans le microbrasserie parce qu'il y en a tellement tout le temps qu'on ne sait plus où les mettre, on n'a plus vraiment de place. On parle qu'il y a environ 600 nouveaux produits qui sortent chaque année. Donc, c'est pas nécessairement des nouvelles microbrasseries qui sortent, mais... Non, mais des nouveaux produits d'une brasserie connue. Oui, ou des nouvelles. Donc, ça fait que le consommateur, on peut pas tout goûter. Hein? Surtout qu'on sait que la consommation d'alcool a diminué au Québec. Maintenant, on parle d'environ 220 bouteilles de bière en moyenne par année. Pour un Québécois moyen. Pour un Québécois moyen. Wow. Donc, nécessairement, on peut pas goûter tous les produits. Alors, il va y avoir un tri qui va se faire. Il va y avoir une sélection qui va devoir arriver. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans tout ça? Moi, je suis pas nécessairement une buveuse de bière ou d'alcool en général. Mettons, je voudrais m'initier à ça. C'est quoi les palettes, les distinctions qu'il faudrait faire? Bien, plutôt maintenant, je dirais que quand on parle en termes de tendance, ces temps-ci, les gens s'en vont vers des bières qui sont beaucoup plus houblonnées. Donc, des bières qui sont plus goûteuses, qui vont être plus avec une amertume, une acidité. Donc, tout ce qui est saveurs de fruits, des saveurs d'herbes aussi. Toutes les tendances avec les types de brassage. Je lisais des articles sur des bières qui sont vieillies avant, donc qui ont vraiment un... Vraiment comme un vin? Oui, exactement. Même, je lisais aussi que parfois, ils vont utiliser des vieux barils de bière, des vieux barils de vin, ou des barils de whisky, de rhum. J'en ai goûté une bière whisky, c'était très, très bon. Oui, t'as aimé ça? Moi, j'ai pas goûté encore. Je savais même pas que ça existait. Je l'ai goûté à Toronto. C'était juste un truc comme ça. Puis j'étais comme, on me l'a offert. Puis finalement, j'ai trouvé ça très bon. Oui, OK. Mais c'est surprenant, j'imagine, le goût quand même, parce que ça ramène des... c'est ça. Puis parfois aussi, ça va créer des saveurs qui sont très, très différentes. Puis c'est ça que les gens recherchent, avoir cette différence-là de goût, qu'on peut vraiment goûter tel ou tel fruit. Moi, personnellement, tout ce qui est agrumes, c'est des bières que j'apprécie beaucoup. Des bières aussi qui sont plus... tu sais, les bières qui vont être en fait plus... sombres, plus opaques. Ça, c'est les bières qui ont... Les bières brunes, les bières noires, les bières rousses. Oui, ou si on compare juste une bière, par exemple, IPA d'une bière blonde régulière, on voit la coloration de la bière en tant que telle qui est beaucoup plus opaque. Vraiment, au lieu de voir au travers vraiment de ta bière, bien là, vraiment, c'est une couleur qui est plus foncée, qui est plus dense. Aussi, tout ce qui est la mousse, la façon qu'elle va couler sur ton verre, si c'est une mousse qui est plus épaisse, qui est plus mince. C'est tous des indicateurs de différence de bière. Avec le vin, en fait, on commence à vraiment découvrir des associations entre certains types de bières, certains... Puis, avec l'éducation sur le produit, vient aussi, on vient qu'à apprendre c'est quoi les défauts d'une mauvaise bière ou d'une moins bonne bière, peut-être? Oui, c'est ça. Bien, on parle, c'est ça, d'abord, ça peut être un guide pratique, mettons, du consommateur. Quand on sait, comme le vin, un peu déjà avec l'odeur. Bien, comme n'importe quel produit, on pourrait se dire, mais en fait... La robe, la couleur... Exact. Bien, ça, ce serait comme la deuxième étape que les biérologues, les spécialistes nous disent de faire. D'abord, c'est de regarder carrément la couleur de ta bière, la mousse et tout ça, d'analyser le produit. Donc, si je te présente un produit, je te dis, bon, on s'attend à une bière qui est très houblonnée ou pas, ou peu importe, bien là, tu regardes ta bière, ensuite, tu la sens. Un peu comme un bon vin aussi. Et là, si jamais tu sens des odeurs qui sont plus des odeurs de fromage, il disait, ou de moisissure, il ne faut pas se dire que c'est une odeur qui est recherchée, qui est l'effet voulu. Souvent, c'est un problème de fermentation. Aussi, un autre problème de fermentation, c'est quand tu ouvres ta bière et finalement, tu as une espèce de geyser qui sort. Pas quand tu le brasses, mais vraiment, c'est parce qu'il y a eu une trop grande fermentation. Trop de gazéification. Exactement. Ou un problème de mixologie, en fait, où la bière, il y a eu trop de dioxyde de carbone dedans et donc ça l'explose comme ça. Ça, c'est un truc pour savoir. Également aussi,
je pense qu'on va parler de tout ce qui est mousse ou qu'est-ce qui va être... Le gushing, ça, c'est ce Oui, c'est ça. Ça, c'est le geyser. Oui, puis la durée de vie du produit aussi. Oui, parce qu'on parle que les bières, ils durent environ un maximum de 6 mois après avoir été mis en premier dans leur bouteille. Donc, il faut regarder quand même sur les tablettes. Il faut se dire qu'il y a une date de péremption, si on veut. Et parce que, justement, avec toute la quantité de bière qu'on voit maintenant apparaître sur les tablettes... La rotation n'est pas évidente. Bien, c'est ça, elle n'est pas toujours évidente. Donc, ça fait en sorte que les bières, ils peuvent rester là longtemps. Fait que c'est un bon indicateur. Mais sinon, je vous parlais des tendances, c'est ça, amertume, acidité pour les Québécois. Ouais. Mais à l'international, ce sont les bières sans alcool qui sont super populaires parce que, justement, notamment pour les microbrasseurs, c'est facile de vendre le produit parce qu'ils n'ont pas besoin d'attendre leur permis. Exact. Et pour les gens, en général, qui n'ont pas nécessairement envie de consommer de l'alcool, mais qui aiment le produit, bien, c'est très, très raffiné maintenant et il y en a beaucoup qui font leur argent avec ça. Ben écoute, je pense qu'on en a pour une autre chronique, ça, c'est ça. Alors, un gros merci, Cybèle On se souhaite une bonne dégustation aux gens. Bonne dégustation aux gens à la maison de vos microbrasseries locales. Merci. Chronique méditation avec Dany Samuel. Salut. Bonjour. Bien entouré aujourd'hui. Oui, j'ai emmené ma gang. T'as amené ta gang. Alors, parlons de la gang. On a Marie-Christine. Bonjour. Bonjour. T'es la maman de Chase. Oui, tout à fait. Qui est ici. Hi, Rockstar. Bonjour. Bonjour. Nous avons Eva Lambert, petite vedette qu'on a vue tantôt, et une nouvelle à l'écran, notre chère Charline. Alors, on parle méditation. Oui. Puis là, t'as amené les maîtres méditatifs de ta classe. Tous ces enfants ont eu un cours de méditation de 8 semaines. D'accord. Et aujourd'hui, ils vont venir vous présenter quelques techniques de méditation. D'accord. Alors, Et puis, Marie-Christine, toi, t'es allée à l'école de méditation avec tes 3 garçons. Ouais. Et puis, c'était pour tes garçons initialement. Puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, j'ai fait partie de la deuxième cohorte là, de cours que Dany donnait. Puis je voulais y aller. J'étais comme un peu désespérée dans ma vie. Je manquais d'outils, puis je voulais comme trouver quelque chose d'alternatif. J'y allais là dans l'intention d'aider mes enfants, mais une belle leçon d'humilité, ça m'a bien servi, beaucoup plus qu'à eux. Ça t'a aidé à rester zen dans toute situation. Exactement. OK. Parfait. Alors, on va y aller avec une question pour Charline. À quoi sert la méditation? Ben, à respirer et à se calmer quand on est en colère. D'accord. Et selon Monsieur Chase, à quoi sert la méditation pour toi, mon cher? Moi, ça sert à me calmer quand je suis en colère, comme quand mes frères m'agacent. Je les avertis avant de réagir et faire le mauvais choix. Voilà. Puis ça m'aide aussi quand je suis un petit peu stressée. OK. Ou des fois, même quand je suis trop excitée. OK. Parfait. Et Miss Eva, à quoi sert la méditation dans ta vie, chère? Moi, la méditation, elle me sert à me calmer, comme avant un examen, une présentation orale à l'école ou dans des concerts, parce que je fais des concerts à l'école. Et aussi avant de me coucher. Donc, je fais une méditation parfois avant de me coucher. Pour bien dormir? Parce que les pensées, hein, ils vont, ils viennent, ça roule, puis ça te permet Le petit hamster, il roule, ça permet de décompresser le dodo. OK, parfait. Et puis, là, on a des techniques de respiration. Je pense que la gang veut nous montrer, c'est ça? Oui, j'ai OK. hâte de voir ça, moi. Alors, on commence avec le petit bonhomme fait par Chase, qui nous présente la technique du petit bonhomme, tandis que les 2 autres exécutent la technique. Ben, Alors, tu peux nous montrer la technique du petit bonhomme, s'il vous plaît. premièrement, on monte notre bras, puis on met notre main comme s'il y avait un petit bonhomme. OK. Puis quand on va inspirer, on le laisse là. Mais quand on expire, faut expirer doucement, mais pas trop doucement. Puis de plus en plus que tu expires, tu arrêtes jusqu'à temps que tu peux te
de gaspiller toute l'air. OK, parfait. Donc, On y ça, c'est va? la première technique. On pourrait l'essayer? On va l'essayer. Ouais. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Wow, ça fait son effet, hein? On va le Studio, refaire. ça vient de descendre. Et on la va le fois. refaire. D'accord. Inspire. Expire. OK. Par la suite, on a Eva qui va nous présenter la technique de la fleur. Alors, la technique de la fleur, comment est-ce Alors, qu'on on fait? met la main comme ça pour faire le noyau de la fleur. Ensuite, quand on va expirer, on va ouvrir la main. Et quand on va expirer, on ferme la main. D'accord. Alors, on va le faire 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Wow, merci. Puis on a une autre technique. C'est Charline qui va nous montrer ça avec son petit regard coquin. Donc, le chapeau chinois. La technique du chapeau chinois. Quand on va inspirer, on monte les bras et on garde 4 secondes et après on expire. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et pour la dernière fois. Wow, ça fonctionne, hein? Alors, vous pratiquez ça à la maison tout le temps? Quelquefois, oui. Quelquefois. Oui, oui. OK. Et puis, donc, il y a plusieurs types de méditation. Là, on a vu quelques petits exemples d'induction, comment se relaxer. Et puis, il y a une forme de méditation que tout le monde peut faire. On le fait naturellement tous les jours. Coucher. Méditation couchée. Oui. OK. Ben, Comment ça marche? Tout ce qu'on vient de faire ici, c'est des méditations qui sont plus actives, donc on est dans le mouvement. Et c'est des méditations qu'on fait en 5 secondes. Tout ce qu'on a vu, là, le petit bonhomme, la fleur et le chapeau chinois, on fait 5 respirations. Mais déjà, est-ce qu'on a senti qu'on s'est calmé? Après, Eva, là, tout le On l'a senti en studio. on s'est senti vraiment plus calme. Fait que juste avec 5, c'est suffisant pour faire des meilleurs choix. Hein? Chase peut aller dans sa chambre, il fait son petit bonhomme, puis là, après ça, il est fin avec ses frères. Puis la méditation couchée, mais c'est la méditation qui va être beaucoup plus profonde et plus relaxante. Et je pense que je pourrais demander aux enfants de l'essayer. Oui. Ben oui, il nous reste 2 minutes, on peut faire ça. Les enfants, sans aller à la prenez une pause comme position de méditation couchée, s'il vous plaît. ça. OK. Méditation couchée. Puis, on doit spécifier coucher tout croche. Que c'est ça? Ben Mais ouais. voyons! Vous êtes donc bien drôlement couché. Ben ouais. Bravo, Charline! Tu es couché sur le dos. Les pieds sont décroisés et tes 2 mains sont de chaque côté du corps, paumes tournées vers le ciel. Et lorsque c'est comme ça, on entend habituellement la petite clochette de la méditation. Ding, ding! Et nos yeux se ferment. Et les enfants respirent en gonflant leur ventre, plexus solaire et poumons. Et on expire. On vide les poumons, le plexus, on rentre le ventre. Tout doucement. Ding! Ah, restez de même, ça fait du bien. Donc, et puis, toutes Vous les pouvez vous familles, lever, mes tous amours. les gens à la maison qui ont des jeunes enfants peuvent apprendre ça. Il suffit tout simplement de... Oh, asseyez-vous. Voilà, présentation. Oui, vous avez grandi pendant la présentation. On ne nous voyait plus à l'arrière. Donc, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que tous les parents peuvent apprendre ces techniques. Oui. Tout ce qu'il faut, c'est... Bien, pour apprendre les techniques, on peut aller sur YouTube, Ouais. aller voir différents sites Internet avec des méditations guidées. Parfait. Ou on peut s'informer pour voir s'il n'y a pas des écoles qui enseignent la méditation. Puis moi, c'est sûr que je vais prôner pour ma patrie. Je suis pour les cours parents-enfants Oui. parce que ça fait un langage commun dans la famille. Et c'est un moment... Bien, comment c'était pour toi? C'était
ce 90 minutes-là avec la famille? Ça a été vraiment... Excuse-moi, je t'ai posé une question pour toi, mais... Ça a été vraiment une salvation pour moi puis ma famille. Puis c'est quelque chose que... Je souhaite à tout le monde de rencontrer Dani, sinon une Dani dans leur vie. C'est vrai. Ah oui, vraiment, ça a changé ma vie, ça a changé mes lunettes par rapport à tout ça. Puis c'est vraiment des outils qu'au quotidien, on peut appliquer. D'accord. Ça a vraiment été merveilleux. Ben, un gros merci, les filles. Un gros merci, groupe. Alors, on s'en va à la pause en se faisant une petite pause de namasté. Namaste. Namaste. Alex Adou, courtier immobilier, ça va bien? Ça va bien, Stéphanie, toi? Très bien. Alex, cette semaine, on continue avec l'offre d'achat. Un petit peu plus de détails là-dessus. OK. On a reçu des questions à la maison. Beaucoup de gens qui... C'est un sujet qui pique la curiosité. Et beaucoup de gens qui aimeraient investir puis qui ne savent pas nécessairement comment ça fonctionne, etc. Ils ne veulent pas nécessairement appeler un agent d'immeuble puis, tu sais, pas nécessairement être prêt. Donc... Ouais. On a ces questions-là pour toi aujourd'hui. Première question, on en parle, ça fait plusieurs épisodes, mais qu'est-ce qu'une offre d'achat? C'est un contrat? Une offre d'achat, c'est un document légal avec toutes les clauses du Code civil, dans le fond, qui vous tient responsable par rapport à acheter une propriété. OK. Donc, exemple, je trouve la maison de mes rêves, je fais une offre d'achat, mais finalement, je n'ai vu une plus belle. C'est pas facile, c'est pas si facile que ça On s'en sort sortir. pas. Non, c'est ça. Faut mettre une clause. Je vous donne un exemple en ce moment. Faut mettre une clause si vous voulez vous en sortir conditionnelle à une deuxième visite. Parce que chaque offre d'achat a des conditions. Vous voulez acheter à condition de faire inspecter, à condition d'avoir le financement, à condition de faire une deuxième visite. C'est une façon de se protéger. C'est bien ça, à condition de vérifier les documents de l'immeuble. Fait qu'il faut bien rédiger son offre d'achat puis être bien conseillé. OK. Et puis, dans l'offre d'achat, qui rédige l'offre d'achat? Beaucoup de gens qui font, écoute, je fais juste poster mes affaires sur Facebook, puis c'est pas mal ce qu'ils écrivent dans une journée. Je là. vous dirais, faire une offre d'achat sur un coin de table, je vous le conseille pas. Non, Pourquoi? la napkin avec le beau-frère, ça marche pas. là. Non, je vous le conseille pas parce que si, mettons, vous faites une offre d'achat sur un coin de table et elle est mal faite, puis le vendeur, il l'accepte, vous êtes l'acheteur, puis le vendeur, il décide de l'accepter. Il n'y a plus de sortie. Mais il n'y a plus de sortie, mais là, vous êtes obligé de l'acheter la maison. Tu sais, Aux conditions indiquées. aux conditions indiquées, c'est bien ça. Fait qu'il n'y a plus d'affaires que j'ai pas aimé le paysage, je décide de m'en sortir. Non, ça marche pas de même. Parce que le vendeur pourrait revenir contre vous puis vous obliger à l'acheter. OK. Et puis, quels sont les points sur lesquels négocier une remise sur le prix? Exemple, dans l'offre d'achat, avant de se rendre à vouloir acheter, il faut négocier. Il y a plusieurs trucs à négocier. Puis c'est quoi les meilleurs points pour retravailler le prix, généralement? Vous voulez dire dans la négociation? Oui, la négociation. Pour se rendre à l'offre d'achat, on a une négociation. Beaucoup de gens qui ont peur de ça dans la négociation ou ils ont peut-être une notion de négociation qui n'est peut-être pas nécessairement à leur juste versus ce qui se passe dans la réalité. C'est quoi les points sur lesquels les gens peuvent négocier puis que ça fait du sens? Là? C'est pas juste une balloune de dire moi, si tu me donnes pas le chien avec, je prends pas la maison. Ouais. Tu sais. Ouais. Que ça soit pas du n'importe quoi. Non, c'est ça. C'est pas du n'importe quoi. La première affaire qui est super importante, c'est le prix, je vous dirais. De un, c'est négocier le prix, évidemment. Puis, vous le savez, pour négocier le prix, il faut partir plus bas pour monter tranquillement. La deuxième affaire, c'est la prise de possession quand vous voulez l'habiter et quand vous voulez passer chez le notaire, les dates. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est super important. Il n'y a pas de j'avais oublié, j'avais rendez-vous chez le médecin. J'avais mon rendez-vous chez le chien médecin, était j'ai malade. décidé de ne pas me présenter chez le notaire. Non. Ouais, ça passe pas. Vous êtes obligé de passer chez le notaire si c'est écrit dans l'offre d'achat. OK. La troisième affaire, je vous dirais, c'est vérifier les documents et faire votre inspection, vos vérifications diligentes. Ça, c'est super important, c'est de mettre un délai pour pouvoir négocier avec le vendeur. Pas mettre un délai trop long, pas mettre un délai trop court, c'est mettre un bon délai. Et À quoi ça ressemble un bon délai? un bon délai, je vous dirais... Une zone safe, là, quelque chose Je de vous dirais sécuritaire? un 10 jours, vous avez le temps de tout faire, d'envoyer votre offre d'achat à la banque, de pouvoir vérifier avec le banquier si tout est accepté, envoyer vos documents au banquier. Et puis, ça, ce moment-là, il est très important, là, parce qu'on va justement aller s'armer de tout ce qu'on a besoin pour avoir le prix juste, faire une offre raisonnable qui risque plus d'être acceptée. Puis
puis faciliter la transaction au final, la rendre beaucoup plus agréable. C'est bien ça. Et puis ce 10 jours-là, est-ce que ça a un lien avec quand on fait un contrat avec tout type de vendeur, on a, la loi nous donne un 10 jours de tampon. Est-ce que ça a un lien avec ça, le 10 jours, le délai que tu nous prescris, ou pas du tout, c'est juste en général, ça se passe comme ça? Non, ça se passe en général comme ça. Je vous dirais, c'est un 10 jours. Vous avez 10 jours pour avoir votre papier final de la banque pour dire, OK, c'est officiel, vous êtes prêt à approuver. Vous avez tout envoyé vos documents au banquier, votre avis de cotisation, votre lettre d'emploi dans le 10 jours. C'est pas 15 jours, c'est 10 jours. C'est important de le respecter. C'est très important. Oui. Et puis, quel autre petit piège il y a qui pourrait y avoir si, exemple, on décide de faire une transaction et on n'est pas bien accompagné ou on n'est pas accompagné d'un courtier? Souvent, on voit ça souvent dans les médias qu'il y a moyen de faire les transactions sans courtier. C'est quoi les petits pièges vraiment qui sont dangereux? Nous autres, on a une assurance responsabilité, dans le fond, en tant que courtier. Fait que n'importe quelle erreur ou omission, on est responsable. Donc, moi, je suis protégé. Vous êtes protégé si vous êtes avec moi, étant donné que je fais partie d'une association professionnelle. Fait que n'importe quoi qui se passe, vous avez une garantie. C'est le courtier qui garantit la transaction. C'est le courtier, effectivement, qui est responsable. Tandis que si vous êtes d'un particulier à un particulier, vous avez 2 offres d'achat, le vendeur décide de plus vendre, l'acheteur décide de plus acheter. C'est quoi vos recours? Vous penchez devant les tribunaux? C'est le chaos. C'est un petit peu le chaos. Ouais. Puis des fois, le vendeur peut... Ça m'est déjà arrivé dans certains cas au long de ma carrière. Oui. Rapidement, c'est que le vendeur, ce qu'il fait, c'est qu'il oblige l'acheteur à acheter parce que l'acheteur a changé d'idée, il a trouvé une autre propriété qui serait plus intéressante. C'est un jeu de force. C'est ça. Mais c'est un recours en passation de titre à la Cour du Québec. Des choses qu'on veut pas. Des choses qu'on voudrait pas nécessairement. Ben, écoutez, Alex Hadou, toujours de bons conseils. Merci, on se revoit dans 2 semaines. Donc, Alex Hadou, courtier immobilier chez Remax 2001. À dans 2 semaines. Bien, merci Stéphanie. Bye. Alors, salutations à tous. Aujourd'hui, j'ai une dame extraordinaire à vous présenter. Elle est originaire du Pérou. Elle s'illustre par son courage, son audace, sa ténacité. Elle s'implique, c'est une éducatrice. Elle s'implique socialement et elle est propriétaire d'une garderie dans le secteur Vimont. Alors, Gloria Bahamondez, c'est un plaisir de vous accueillir. Oh, merci beaucoup, M. Jean-Jacques. Dites-moi alors, parlez-moi un peu. Vous êtes originaire du Pérou. Oui. Je suis péruvien d'origine, mais une Québécoise d'adoption. Ah, Québécois d'adoption, oui, mais ça fait longtemps déjà. Oui. Je suis arrivée au Canada en 1995. En 1995? Oui. À Montréal, Saint-Léonard, et 4 ans après, ici à Laval. Mais votre arrivée, quand même, a exigé beaucoup de travail, beaucoup d'audace. Ah oui? On me dit même que vous avez travaillé pour la famille Pelado. Oh. Oui, c'était 6 mois après que, quand je suis venue, je devais apprendre le français. Je connais. Ah, parce que vous ne parliez pas français? Non. Je l'ai appris ici, dans les écoles. Et puis, je voulais devenir un professionnel, comme je suis maintenant. Alors, il a fallu que je fasse tout. J'ai administré la maison de M. Pierre, sa ex-femme, Mme Isabelle Herbert. Pendant 5 ans, je pense, je travaillais pour eux. Et après, j'ai fait mes études au Collège Montmorency, en éducation à l'enfance. D'abord, après l'expérience Pelado, là, vous avez appris à fonctionner en français, vous avez appris à parler français. Puis là, vous avez fréquenté le Collège Montmorency. Mais dans quel objectif? Quels étaient les objectifs à ce moment-là? Devenir professionnel, d'être un professionnel. Oui. Et oui, parce que, comment je peux vous expliquer, j'ai profité de tout ce que les pays ou le Québec m'a offert. Ah oui? Mais c'est tout. Le français, j'ai fait mes équivalences. Mais c'est tout que j'ai fait au Pérou en art dramatique. Et puis j'ai eu 12 années d'université. Et avec ça, quand je suis déménagée à Laval, l'année 1999, l'année 2000, j'ai reçu une brochure du Collège Montmorency avec où est-ce qu'il indiquait les nouveaux programmes en éducation à l'enfance. Les différents programmes. Et puis ce programme-là vous a capté votre attention. Oui. Et je me suis inscrite. Et puis,
J'ai fait un DEC en éducation à l'enfance. Mais il faut de l'audace. Oui, oui, oui. Hein, Et il je faut suis de très l'audace, contente. oser faire ça. Je suis très contente d'avoir devenu une éducatrice, d'être une éducatrice. J'ai travaillé pour une garderie ici pendant 1 an et demi. Après, j'ai développé la mienne. Ben oui, c'est une garderie quand vous avez beaucoup d'enfants. Vous avez... Oui, 40. C'est une 40 installation, c'est une garderie subventionnée. Oui. J'ai eu la chance, c'est bon pour les parents. J'ai des éducatrices qui viennent de toutes parts du monde, algériennes, de la Colombie, du Pérou. C'est une fille multiculturel, québécoise. quoi. Oui. La garderie est multiculturelle. Oui. Les parents, les enfants aussi sont multiculturels, habillement. Mais c'est intéressant. Oui, très intéressant et très enrichissant aussi. Et je crois que vous avez l'assistance de votre fille qui vous donne un bon coup de main. Oui, c'est la directrice, c'est celle qui s'occupe de la gestion. Et les filles aussi de la garderie, les filles, je pense que vous les avez rencontrées, ils sont bien. Depuis que j'ai commencé la garderie, ils sont avec nous à la garderie. Vous êtes un bel exemple d'intégration Oh, oui. de gens qui s'intègrent puis s'impliquent. Parce que vous impliquez aussi socialement dans beaucoup de Oui, choses. j'ai beaucoup. J'ai fait des travaux sociaux. Je m'implique avec. Je suis bénévole pour la ville, pour notre conseillère de Vimont. Et dans les églises aussi, je suis bénévole. Et mon intégration s'est faite depuis que je suis venue, depuis la première journée que je suis venue au Québec, au Canada. Je me suis intégrée. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un immigrant qui arrive ici? Quel est l'élément le plus difficile? Est-ce que c'est la langue en premier qui est le plus difficile? Je ne sais pas. Pour moi, je ne peux pas vous répondre. Vous n'avez pas eu de difficulté vraiment? Non. Merci à mon Dieu. Je suis arrivée au Québec, je suis entourée de bonnes personnes, des Québécois, des Italiens. Dans mon entourage, c'était ça, les personnes. Je me souviens beaucoup de Madame Herbert, Madame Isabelle, qu'elle me disait, elle voyait mon intérêt à apprendre le français. Et elle me disait que un jour, je devais arriver un jour très loin. Je me souviens de ça. Comme elle, beaucoup de personnes m'ont encouragée. C'est ça. M'ont encouragée à... Il faut avoir du courage. Oui, je l'ai. Je suis fière de ça. Je suis fière de travailler avec des enfants. Et c'est ma façon de dire merci beaucoup au Québec. Oui. Qu'est-ce qui identifie davantage votre garderie? Et mettons, si je veux aller à votre garderie, vous allez me dire, viens à ma garderie parce que j'ai telle chose, disons, que les autres n'ont pas. Je pense que oui. Je pense que... Je ne sais pas. Le multiculturalisme. Mais à part ça, c'est la chaleur humaine. Ah oui, la chaleur humaine. La chaleur humaine, je vais vous embrasser tout de suite. Oui, oui. Et je vais donner des câlins à mes bébés, les bébés qui viennent. À la garderie, les enfants qui sont à la garderie sont mes enfants à moi. Les enfants sortent de la garderie sont les enfants des parents. Et aussi, si les papas sont à la garderie et les enfants font des crises, j'interviens tout de suite pour les aider. Ah oui? Oui. Toujours, j'ai fait des interventions pour les aider aux parents. Maintenant, vous avez des objectifs. Vous voulez agrandir votre garderie, je crois. Oui, notre quartier a besoin d'une pouponnière. Une pouponnière? Il y a des pouponnières, mais pas assez. Alors, mon objectif maintenant, moi, c'est de bâtir une pouponnière. J'ai la place, la garderie, elle est grande. Alors, on va commencer cette année. Vous allez commencer cette année à faire ça? Bon, la pouponnière va accueillir combien de personnes? 10 bébés. 10 personnes de plus? Oui, 10 bébés. Supplémentaires. 10 poupons. Mais ça demande beaucoup de soins, ça, quand même, les 12 jeunes éducatrices, bébés comme ça. 12 éducatrices. 5 bébés poupons pour une éducatrice. Alors, on a la place assez pour bâtir une pouponnière. Ah ouais.
Madame Gloria, vous êtes une femme fantastique, une femme audacieuse. Vous faites honneur quand même à toute votre communauté et à tous les nouveaux arrivants qui peuvent voir maintenant s'ils ont du courage, s'ils ont de l'ambition, ils peuvent réussir des choses merveilleuses. Oui, je donne mon vécu, j'explique comment je l'ai fait, comment j'ai réussi, et puis et j'aide aussi à les nouveaux arrivants. Madame Gloria, merci beaucoup, vous êtes formidable. Merci. Merci à vous, monsieur Jean-Jacques, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, ici Stéphane Hamel de Sport Laval. Cette semaine, je vous présente notre athlète, Félix Dolcy. Félix, bienvenue. Félicitations d'être l'athlète du mois Sport Laval. Je vais parler un peu de ton parcours. Au mois d'octobre, tu es revenu des Jeux olympiques de la jeunesse avec une médaille d'argent historique, première médaille en gymnastique des Jeux olympiques de la jeunesse. Parle-nous un peu de ton parcours à Buenos Aires. Ça a vraiment bien été aux Jeux olympiques juniors. En fait, on avait beaucoup d'attentes. On avait des bons objectifs. On a travaillé très fort pour se rendre là. On avait des objectifs non seulement en termes de finale, mais en termes de médailles. Je pense à niveau expérience, on a été vraiment fournis. C'était vraiment une extrême expérience. Je veux dire, la foule, les équipements. Vraiment, niveau de compétition était très élevé. C'est sûr qu'on s'attendait à des gros jeux, en fait. Mais non, on a vraiment bien performé, même sous la pression. Les objectifs ont été atteints, puis moi et Piadron, on est très fiers du travail qu'on a fait ensemble. Là. Parle-nous un peu, évidemment, de tes performances de gymnastique, mais c'est quoi l'ambiance canadienne quand on arrive à des grands jeux? Qu'est-ce que tu as le plus aimé là-dedans? Je te dirais, c'est vraiment l'accueil. On arrive là-bas, tout le monde est enjoué, tout le monde est content de te voir. Ça forme vraiment une famille. Après 2 journées, tu arrives là-bas, tu connais pas nécessairement tout le monde, mais tout le monde devient tes amis, puis c'est vraiment... tu deviens une famille, là, on se rattache à l'équipe Canada, fait que c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Là. Puis tes premiers grands jeux, où est-ce que tu représentes le Canada? En quoi, pour toi, ça va t'aider poursuivre vers ton rêve, vers les Jeux olympiques? Qu'est-ce que ça va t'aider là-dedans? Je pense que ça va être un grand avantage pour le futur comparé à d'autres gymnastes qui ont pas eu la chance de participer à des grands jeux comme ceux-ci. Je pense que c'est vraiment le niveau full, niveau distraction. Toutes les distractions qu'on peut retrouver à des Jeux olympiques comme les Jeux olympiques juniors à Buenos Aires, c'est vraiment des petits éléments qui peuvent te déconcentrer et faire la différence durant la compétition. Mais je pense qu'avoir eu la chance d'être là-bas, avoir vécu, pouvoir m'adapter avec tout ça, je pense que ça va être vraiment un avantage que je vais pouvoir exploiter dans le futur. Parlant de distraction, tu as travaillé en préparation aux Jeux olympiques de la jeunesse avec un préparateur mental, pas le moins connu au Canada, avec Jean-François Manard. Parle-nous un peu de c'était quoi l'approche que tu as eue avec Jean-François en vue de ces grands jeux-là? Bien, avec Jeff, c'est sûr qu'on a vraiment mis l'accent sur tout ce qui pouvait justement me distraire. Même à l'arrivée, on s'avait mis d'accord sur une chose, que les 2-3 premières journées, c'est là que j'allais explorer, que j'allais voir un peu aux alentours, dans les jeux, qu'est-ce qu'il offrait, même au site de compétition, qu'est-ce qu'il en était. Dans le fond, vraiment faire un repérage du site. Puis vraiment, après ces 2-3 premières journées-là, vraiment se focusser sur l'objectif. Les premières compés, une par une, pour atteindre le but final. Là. Aussi dans le processus en vue de la qualification pour les Jeux olympiques de la jeunesse, tu as eu l'aide d'Excellence Sport Laval avec une équipe vraiment, une équipe avec chaque spécialiste. Parle-nous un peu en quoi ceci, ça t'a aidé. Sport Laval, en fait, ils m'ont vraiment aidé à créer une équipe autour de moi en termes de physio, préparateur mental, préparateur physique, tout ça, en fait, en but ultime, justement, pour les Jeux olympiques juniors. Je pense que ça a été vraiment une recette qui a été victorieuse parce qu'on a vraiment réussi à créer quelque chose ensemble. C'est des liens, puis ça m'a vraiment aidé, non seulement en tant qu'athlète, mais qu'en tant que personne, en fait, d'aller plus loin dans le sport. Là, on a parlé des Jeux olympiques de la jeunesse. Tu reviens depuis quelques semaines d'Autriche en Coupe du monde junior, où est-ce qu'en plus d'avoir gagné une médaille aux Jeux olympiques, tu es revenu d'Autriche avec 2 médailles d'or. Parle-nous un peu de la différence, le contexte Coupe du monde junior et puis Jeux olympiques de la jeunesse. C'est sûr qu'il y a toute une différence, non seulement au niveau gymnique, mais niveau appareil et vraiment... les Jeux olympiques juniors, c'est énorme, c'est grand, c'est très grandiose. L'environnement, là, c'est sûr qu'on a un village, tandis que dans la compétition en Autriche, il n'y avait pas de village, c'était vraiment juste un podium, si tu veux. Ça reste néanmoins une grosse compétition très importante qu'il fallait performer. Moi, je l'ai surtout abordé comme une compétition qu'il fallait avoir des résultats. Même si on était après les Jeux, certains vont prendre un down. Moi, je voulais vraiment mettre le pied puis performer à cette grosse compétition-là. Là.
c'est ça, tu parles vraiment de deux compétitions distinctes. Comment qu'on fait pour garder le focus? On revient des Jeux olympiques de la jeunesse, il y a une foule, il y a du monde qui t'applaudit, t'as même eu un surnom là-bas, le petit prince des anneaux. T'arrives en Autriche, bon, c'est quand même, il y a certainement un peu moins de personnes qui regardent la gymnastique qu'à Buenos Aires. Comment qu'on fait pour garder le focus? Je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'il faut vraiment re-regarder les objectifs puis se dire, oui, à Buenos Aires, c'était une chose. C'était vraiment formidable, mais là, on va redescendre de niveau. Même si c'était pas aussi haut qu'aux Jeux olympiques juniors, ça reste une compétition aussi importante à performer. Donc, je pense pas qu'on doit se dire, je suis allé performer à un tel niveau. Si je descends vers le bas, ça va être différent ou quoi que ce soit. Non, il faut juste y aller de la même façon, aborder la compétition, même si c'était de haut niveau, comme les Jeux olympiques juniors, mais de se retrouver en Autriche puis de performer là, vraiment aux mêmes attentes. Là, maintenant, c'est quoi la suite pour Félix Zolsi? On a mis une équipe de service intégrée autour de Félix Zolsi. On sait que les Jeux olympiques 2020, c'est dans la mire de Félix Zolsi, mais c'est quoi la réalité? Est-ce que c'est un objectif très ambitieux ou c'est très réaliste? Je pense que c'est un objectif qui est très réaliste, en fait, surtout avec l'équipe qu'on est en train de construire. C'est sûr que c'est pas encore acquis. C'est sûr qu'il reste du travail, mais moi, je reste très, très, très confiant là, avec l'objectif qu'on s'est visé, mon entraîneur et l'équipe autour de moi. Là. Je pense que c'est vraiment un objectif. Puis on va pas réajuster. Je pense que c'est vraiment ça qu'on va viser, puis on va aller tout pour le tout. Là. Puis, évidemment, il y a aussi bientôt les Jeux du Canada qui vont être en une autre étape. Une autre étape où est-ce que tu as quand même un certain poids? On se souvient, les derniers Jeux du Canada en 2015, tu es revenu avec 5 médailles autour du cou. C'est quoi l'objectif pour février? Je te dirais, on va pas descendre comme l'année passée, en fait. On va vraiment y aller encore même plus haut niveau objectif. Je pense l'année passée, j'avais été 2e au total des appareils. Maintenant, on va vraiment viser la première place. Même chose, on est arrivé 2e en équipe l'année passée. On va viser la première place encore pour cette année. Je pense qu'on regarde seulement vers le haut là, avec l'équipe. On le sait, le sport, la gymnastique, tout sport amateur, au niveau coût financier, c'est énorme. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui t'aiderait. Tu es à la recherche de commanditaires, j'imagine. Parle un peu de qu'est-ce qui t'aiderait pour avoir un meilleur avenir dans ton sport. Bien, c'est certain que toutes les dépenses niveau traitement, niveau c'est sûr, physio, même les entraînements ou les voyages, c'est pas tout le temps facile à endosser par soi-même. Je pense que c'est vraiment une aide financière au niveau des voyages ou des traitements, c'est vraiment ce qui est le plus idéal, en fait, pour un athlète comme moi. Là. Ouais. Parfait. Félix, on se voit à Red Deer. Et puis, moi, personnellement, je suis très content de supporter un athlète comme toi parce qu'on voit une évolution, puis on voit qu'on est capable d'avoir un avenir prometteur, puis espérer d'aller aux Jeux olympiques. Félicitations, Félix. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour cette semaine. Restez à l'écoute pour fans de country ainsi que Bingo TV Laval avec 3 500 $ en jeu ainsi que 2 500 $ pour la carte pleine. Ouh! Alors, pour toutes les informations, consultez le site web tvrl.ca. N'oubliez pas, le dimanche matin, c'est Bingo! À la semaine prochaine!